Salut, bienvenue sur le balado Quels sont éthiques? Avec vos animateurs Kevin Lambert et Maxime Poirier. Hey, salut Kevin! Bienvenue à cette émission spéciale. Chacun chez nous, chacun dans notre maison, en télétravail. Ben oui, il a fallu s'adapter. Ben, les consignes sanitaires changent et changent encore. Ce qui fait qu'on a décidé, comme on n'avait pas d'invité cette semaine pour notre émission spéciale du congrès de la COPS, je vous reviens un petit peu plus tard vous expliquer ce que c'est, là, mais on a décidé d'être chacun chez nous pour pouvoir vous présenter des choses avec nos écrans pour ceux qui ont la chance de nous voir en image. Mais pour ceux qui sont en balado, n'oubliez pas que tout ce qu'on va mettre en lien, tout ce qu'on parle va se retrouver sur notre site web. Donc, vous pourrez aller cliquer dessus. Et nous serons de retour en événement live ou en direct dès notre prochaine émission, puisque nous sommes partis. Oui, ben en fait, c'est un peu le même principe que Céline Galipeau qui anime le téléjournal. Elle a la permission de le faire, pas de masque. Et comme nous faisons nos balados dans le cadre de notre travail, même si nous n'avons pas les mêmes codes d'écoute que Mme Galipeau, nous avons le droit aussi d'être en présentiel. Ouais, probablement que le décor va changer un petit peu, mais effectivement, là, la semaine passée, on a battu Mme Galipeau, mais c'était très serré. Là. Donc, nous serons donc de retour. Maxime, colloque de la COPS, 39e colloque de la COPS, mais c'est quoi ça, la COPS? Oui, la COPS, en fait, c'est un congrès qui revient à chaque année, qui nous permet, à nous, les conseillers pédagogiques récits, d'aller se former. Donc, on peut assister à un paquet d'ateliers. Ça dure 4 journées et ça couvre différents sujets, que ce soit la robotique, le multimédia, le laboratoire créatif, et j'en passe. Il y a vraiment un paquet de sujets. Donc, on s'inscrit à ça et d'habitude, on se déplace. On y va en présence. C'est c'est à Québec. Et là, cette année, la formule était différente. C'était en vidéoconférence, mais ça avait quand même ses avantages parce que dans le fond, je pense que ça permettait d'aller permettre à plus de gens peut-être de s'inscrire parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Là, aller à Québec, là, veut pas, sur 4 jours, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est ouvert également aux enseignants. Les enseignants peuvent s'inscrire, peuvent aller aux mêmes ateliers que nous. Donc, ça nous permet de se former sur les technologies en enseignement. Et donc, moi, j'espère que les prochaines années, ils vont garder peut-être une formule peut-être un petit peu plus hybride, parce que moi, j'ai bien apprécié de pouvoir assister à certains ateliers comme ça en vidéoconférence. C'est sûr que si tu me donnes le choix, j'aime mieux y aller en présence. Ça bat pas. Ben oui, il y a beaucoup plus d'avantages. Là. Oui, c'est ça. Par contre, justement, s'il y a une année où je peux juste assister pendant 2 jours de temps, ben là, je vais peut-être privilégier le mode à distance comme ça. J'espère qu'ils vont pas couper, puis ça me surprendrait beaucoup, là, carrément l'événement en présence, parce que justement, comme on disait, à nous autres, après la fin de la journée, souvent on se rend compte parce que c'est tous les CP récits régionaux qui vont là. Donc, ça nous permet de nous réseauter, de parler à quel atelier tu as vu et tout. Ça nous permet de rencontrer des gens de Montréal, Québec, d'un peu partout, de la province. Donc, de partager nos ressources ensemble. Donc, c'est vraiment super. Alors, j'espère j'ai hâte de voir les formules dans les prochaines années, mais c'est toujours très, très plaisant. C'est sûr que nous, on a quand même réseauté un petit peu avec notre gang de récits régional. On s'est fait un document collaboratif où on a on a visité plus de 60 ateliers avec notre petite équipe. Ça fait beaucoup d'ateliers. Petit fait intéressant que j'ai appris en faisant nos petites recherches, là, la COPS, c'est 9 jours plus vieux que moi. En fait, ça a été créé le 6 octobre 1981. Donc, ceux qui pensaient que c'était récent, là, c'est comme moi, c'est pas tant récent que ça. Donc, je me demande bien, c'était quoi les ateliers à l'époque? Moi, je suis sûr que c'est comment dessiner sur un acétate ou comment mettre la télé au 3. Peser sur le bouton reset, souffler dans la cassette. TV VCR. Donc, malheureusement, nous n'avons pas le contenu de cette première édition, mais nous avons, pour vous, fait une liste de 5 ateliers chacun, donc un top 10 ou un 5x2, voyez-le comme vous voulez, là, des ateliers qui ont tiré notre attention. Et
Ben, moi, dans mon cas, je vous avertis déjà tout de suite, j'ai un petit peu triché parce que j'ai fait des ateliers qui étaient semblables, donc des comparatifs. Fait que je vous présente les deux parce que j'ai fait par exprès pour aller chercher justement deux formations sur le même sujet, mais vues sur deux points de vue différents pour être capable de vous apporter le plus de solutions possibles. Donc, oui, je vous en présente 5, mais il y en a dans le fond, dans mon cas, 7. Et en plus, tout ça, comme on le disait tout à l'heure, ça va se retrouver sur notre site web. Donc, on a créé un nouvel onglet qui s'appelle Congrès, je crois. Oui. Donc, tu veux-tu nous montrer ça à l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube? Alors, donc, vous pouvez appuyer sur l'onglet Congrès. Là, on en a mis juste un. Mais toutes les autres formations futures que nous allons suivre, on va pouvoir le mettre là. On va s'organiser pour vous partager des liens, toutes les présentations, les différents documents qui nous sont partagés. On va pouvoir aller les mettre directement là. Oui, et vous allez voir, on a ajouté un petit congrès, justement un petit onglet ou un menu déroulant. Là. Voyez-le comme vous voulez, là, qu'on a appelé justement ACOPS. Ouais. Donc, et vous allez voir tranquillement nos trucs s'ajouter. Et on va les ajouter au fur et à mesure et les corriger si nécessaire. Oui. Maxime, je te laisserai commencer le top 5. Oui, donc, OK. Pour garder un peu de suspense, on a commencé avec notre numéro 5. Fait que je te laisse commencer avec le tien. C'est bon. Elle a eu le jingle. Numéro 5. Non? Oui, avec un petit tambour, ça arrêtait le fun. C'est ça. Moi, le numéro 5, j'ai choisi, en fait, je vais vous partager mon écran pour vous le montrer. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, ça ici. Même, je vais juste... Et voilà. Alors, moi, c'est comment évaluer vos élèves en enseignement à distance. Donc, c'est une discussion qu'on a eue avec quelques enseignants. Hein. Ça a été parfois un certain casse-tête pour certains profs, là, parce que oui, on donne des cours à distance, et des fois, ben, la période se prolonge. Là, whoop, on avait une évaluation à donner, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, il y avait un atelier là-dessus qui donne un paquet de trucs. Et je pense ce qu'il faut se rappeler, le point principal de tout ça, c'est qu'il faut s'adapter. T'sais, on peut pas, si on est en enseignement à distance, faut pas espérer donner ou le donner de la même façon que si nous étions en présence. Donc, tu sais, des fois, oui, on peut y aller sur papier, mais justement, si on utilise les technologies, il faut s'adapter. Et là, ce qui revenait souvent, c'est oui, ben là, les élèves peuvent tricher et tout. Donc, ce qu'il disait dans l'atelier, c'est que ça dépend comment tu fais ça. Donner un paquet de conseils. Moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment si tu as gardé un paquet de traces tout au long de l'année, ben, tu vas te rassurer pas mal dans ton évaluation à la fin. Tu sais? Donc, puis là, il disait dans le fond, c'est de pas juste se fier à un test avec des questions sur des connaissances. Et comme là, ce que je montre à l'écran, c'est que dans le fond, de récupérer des preuves d'apprentissage au niveau de la conversation, de l'observation et de la production. Donc, tu sais, ce qui est le fun avec la vidéoconférence, c'est que si tu as des conversations avec tes élèves, tu peux les enregistrer. Donc, ça devient des preuves. Ensuite de ça, les productions, c'est la même chose. L'élève peut te l'envoyer, tu conserves ça dans ton OneDrive, ça te donne des preuves. Tes observations, là, il faut que tu t'organises avec des grilles. Ben, c'était le fun parce que dans l'atelier, vous allez voir, là, ça, on l'a mis sur le site Internet, vous allez pouvoir, ben, sur notre site web, vous allez pouvoir aller les chercher. Donc, ici, on donne aussi des exemples de grilles que vous pouvez aller chercher. Donc, ça peut être des grilles, soit c'est des grilles d'observation, mais aussi des grilles d'auto-évaluation pour l'élève. Ensuite, un paquet d'exemples des travaux que les élèves peuvent vous donner. Là, c'est le fun parce que même si
Google Classroom est bien populaire dans le coin de Montréal-Québec. On donne également des exemples sur Teams. Donc, nous autres, ici, on sait qu'en Abitibi-Témiscamingue, tout est donné sur Teams. Donc, on utilise un paquet d'outils justement pour avoir des preuves par observation, conversation et production. Alors, c'était très, très bien. Et dans le fond, tu sais, aussi, on parlait, quand je vous disais au niveau que l'élève, oui, est plus porté à tricher, bien là, on posait la question, bien, pourquoi l'élève est porté à tricher? Est-ce que c'est parce que la tâche que vous demandez est trop complexe? Est-ce que c'est parce qu'il est démotivé? Est-ce que c'est un manque d'études? Est-ce que c'est une pression parentale? Donc, il posait la question sur aller plus loin. Tu sais, oui, c'est important si vous prenez l'élève à tricher de sévir, mais c'est aussi d'en discuter avec les élèves. Donc là, je sais que vous êtes à distance, c'est tentant de tricher, mais pourquoi qu'on le fait? Donc, d'avoir une discussion ouverte avec ces élèves-là. Et aussi, on parle on est habitué de donner des évaluations juste par les connaissances. Ben c'est sûr que si ton évaluation est basée que sur des connaissances, puis c'est des choses que l'élève peut aller retrouver sur Google, Internet. Ben oui, c'est sûr qu'il va avoir plus de risques. Sauf que si ta tâche est un petit peu plus complexe, qui va lui demander en lien avec ses intérêts ou des choses que justement, par rapport qui est plus personnel, ça va être plus difficile pour lui de tricher. C'est pour ça qu'on disait aussi, rien ne vous empêche non plus de le questionner à l'oral directement. Donc, c'est vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment de varier et donc de se ramasser plein de traces comme ça. Donc, je vous invite à aller voir la présentation. C'était super intéressant. Vous prendrez ce que vous aurez de besoin. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, c'était mon top 5. Toi, Kevin, tu avais... En fait, moi, je vous amène dans une application que j'ai découvert parce que bien que je la connaissais, là, je m'en étais jamais vraiment servi. Moi, je voyais ça plus comme un jeu pour adolescents. Là. On parle de Minecraft, mais on parle du volet éducation. Donc, Minecraft s'est associé avec Office pour avoir des licences pour les enseignants, pour essayer de faire un peu plus de ludifier, je sais que ça se dit mal, là, mais de rendre plus ludique certains apprentissages. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'aller chercher un intérêt, d'aller apprendre autrement. Et Minecraft nous permet d'avoir un environnement virtuel complètement libre, qu'on peut travailler à notre manière. Et le volet éducation là, a beaucoup plus d'outils que le volet jeu pour ados qu'on retrouve sur les tablettes et sur les consoles. Là. Donc, j'ai fait de belles découvertes. J'ai appris des affaires cute aussi, là. Ils nous ont donné des trucs de programmation, entre autres, pour faire un arc-en-ciel. C'est complètement inutile dans mon enseignement. Je le sais, mais c'est cute. Tout le monde fait des arc-en-ciel ces temps-ci. Et ce qu'ils voulaient nous démontrer avec cet outil-là, c'est que c'est possible d'aller chercher des éléments de décor qui sont déjà faits d'avance. Fait qu'au lieu là, que moi, là, par exemple, je reviens sur mon arc-en-ciel, là, je veux en avoir un dans mon décor parce qu'on travaille la thématique de la COVID, puis c'est associé ensemble. Donc, au lieu d'avoir à le montrer brique par brique, puis de dire, mais là, moi, je veux une brique rouge là, puis une brique jaune, puis ça peut devenir très long, ben quand les objets sont pré-programmés d'avance, il nous reste juste à rentrer les dimensions qu'on veut et il est ajouté tout de suite, ce qui fait qu'on peut rendre justement notre environnement d'apprentissage très rapidement joli sans trop d'efforts. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est des personnages non joueurs ou des NPC qu'on appelle en anglais, là, où on peut avoir des interactions. Les interactions, ça peut être soit un texte, donc ça pourrait être par exemple, va dans la cour, va chercher tel indice de tel monsieur, donc si on voudrait faire par exemple un jeu d'évasion, ou ça pourrait être carrément des consignes, on met 3, 4 même monsieur à côté de l'autre, puis c'est nos questions. Là. Ça peut être des liens YouTube aussi. Fait que le NPC peut nous donner justement un lien YouTube pour dire, écoute cette vidéo qui est, par exemple, je vous en parle un petit peu plus tard, là, mais mettons, Allo Prof, qui nous présente une réaction chimique. Et à côté, on a un tableau. Un tableau noir à craie qu'on peut écrire dessus, puis on peut écrire nos consignes. Fait qu'on peut mettre nos problèmes mathématiques là. Fait
on peut rendre ça un peu plus joli. Puis, en même temps, on peut aussi demander aux gens de faire de la construction en mathématiques. D'ailleurs, ils nous ont présenté, eux, une situation d'apprentissage en mathématiques secondaires 1 et 2. C'est magnifique. Je le mets dans les liens. Pour vrai, pour pousser plus loin. Sauf que peut-être que vous êtes comme moi, puis peut-être que même c'est la première fois que vous dites « Ah ouais, Minecraft en éducation ». Campus Récit, qu'on vous a déjà parlé, la gang du Récit national, en fait, c'est en univers social. Ils ont fait une auto-formation pour apprendre vraiment comment on peut jouer de manière sérieuse en univers social. Donc, ils nous présentent vraiment, c'est une auto-formation que vous pouvez faire à votre rythme avec des vidéos, des exercices, des témoignages d'élèves. Pour vrai, on nous remet beaucoup de choses. Et dans les liens, je vais vous ajouter justement quelques trucs de programmation, quelques trucs d'apprentissage, puis des places où aller vous chercher de l'information. Donc, pour vrai, moi, c'est juste assez achalé, juste titiller un peu pour que je puisse rejouer encore avec. Là, j'ai bien hâte d'aller un petit peu plus loin, là, de m'amuser encore un peu. C'est bien fait. On est rendu au numéro 4. Oui, mais pour en revenir à Minecraft, là, les jeunes aiment ça beaucoup. Là. Moi, j'en ai 2 à la maison là, qui ont joué pendant un bon bout. C'est le fun quand tu peux associer un jeu que des jeunes apprécient déjà beaucoup, puis tu peux l'amener en éducation comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce que l'enseignante disait, parce que c'était une dame qui donnait l'atelier sur Minecraft, c'est qu'elle s'est servie de sa fille à elle. Quand elle est venue prendre, s'approprier la plateforme, sa fille, elle jouait déjà. Elle dit, OK, est-ce que tu peux m'aider parce qu'elle avait son expert dans la maison? C'était sa fille. Fait que là, justement, là, ils ont été capables d'évoluer ensemble puis d'apprendre. Pour vrai, c'était vraiment bien. Ah, c'est cool. Oui, moi, mon top 4, donc, c'est un atelier sur Biblius. Donc, moi, quand j'ai vu ça passer, j'avais vraiment fait « Ah, enfin! » En fait, quand Biblius a sorti, j'avais reçu des courriels là-dessus. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une espèce de bibliothèque virtuelle où on peut emprunter des livres. Alors, je trouve que, moi, je me disais carrément, il était temps. Donc, oui, la pandémie a accéléré le processus, mais et pourquoi je vous dis il était temps, c'est parce que ça permet d'avoir accès à un paquet d'outils. En plus d'avoir le livre de façon numérique, ça permet d'avoir, exemple, la synthèse vocale à l'intérieur, donc de se faire lire le livre. Je sais qu'ils sont en train de travailler également pour sortir une police pour aider les élèves qui ont de la dyslexie pour être en... Oui, ça va t'aider. Moi, merci beaucoup. Non, donc ça s'en vient. Alors, je vous partage l'écran. J'ai en fait, pour ceux là, qui peuvent voir mon écran, ça permet de se connecter par Mosaïque. Donc, c'est, exemple, l'élève va sur Mosaïque, il va dans son compte, donc il se connecte avec Office 365 et il va avoir l'onglet Biblius sur lequel il va pouvoir se connecter. Donc, je sais que ce n'était pas prêt pour tous les centres de services scolaires, mais à Rouen, on est chanceux, on a déjà plusieurs livres qu'on peut déjà commencer à emprunter. Donc, c'est déjà prêt. Avant les autres. Ben oui, les enseignants aussi peuvent réserver des livres pour sa classe, en fait. Et c'est sûr que là, en l'ayant de façon numérique comme ça, tu n'as pas de retard. Après ta date d'échéance, ben, le livre revient. Tu ne peux pas avoir d'amende parce que tu n'as pas remis ton livre. Mais bon, donc, l'élève peut aller trouver des livres comme ça, soit par collection, par auteur, par titre. Donc, un coup qui a appuyé dessus, donc il peut aller l'emprunter. On va quand même lui donner une date, là, quand est-ce qu'il doit le remettre. Et donc, il peut lire son livre comme ça. Et tu sais, je l'ai essayé ce matin. Donc, je pouvais grossir la police, je pouvais mettre quand même une couleur de fond. Donc, je trouve ça super intéressant. Et justement, vous comprenez qu'avec un enseignement à distance, les élèves qui n'avaient pas accès, exemple, à la bibliothèque, ben, ça leur permet d'aller chercher quand même certains livres de cette façon-là. Donc là, oui, les élèves sont retournés à l'école, mais ça reste un outil qui est super intéressant. Donc, voilà pour mon top 4. Toi, Kevin?
En fait, moi, je vous amène sur 2 plateformes qui se sont, avec la pandémie, développées beaucoup plus vite qu'ils avaient planifié, mais qui, au bénéfice de tout le monde, c'est magnifique. Je vous amène avec Télé-Québec en classe et Allo Prof. En fait, ce sont 2 plateformes qu'on connaissait déjà, qui existent déjà depuis un certain temps. Allo Prof est beaucoup plus vieux que Télé-Québec en classe, là, mais il y a beaucoup plus d'options d'ailleurs. Moi, ce que j'ai adoré dans leur nouveauté, c'est que depuis peu, on peut maintenant se créer un compte. Donc, en me créant un compte comme élève ou comme prof, l'intelligence artificielle va m'aider à me faire des sélections pour moi. C'est OK, tu es un élève de secondaire 3, ben tu n'as peut-être pas besoin des petits vidéos pour le préscolaire. Donc, le classement va s'ajuster et on va aussi nous suggérer des exercices en fonction des difficultés qu'on recherche. Tu sais, si par exemple, je ne sais pas, moi, mon problème, c'est de la structure de phrase, puis là, ça fait 2, 3 exercices que je fais, mais que dirais-tu justement de voici celui-là, il est magnifique, il est nouveau, il est pour toi. Donc, ça permet d'avoir une expérience plus personnalisée, d'avoir des choses plus à son niveau. Dans les 2 cas, c'est une banque de vidéos, mais à Allo Québec, oui, un beau mélange des deux. Peut-être qu'un jour ils fusionneront, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, du côté d'Allo Prof, on a plus que des vidéos, on a des exercices et on a aussi des applications pour les tablettes. Donc, je vous mettrai dans le lien sur les sites là, toutes leurs applications. Moi, j'en ai essayé une avec ma fille. Ma fille est en première année, là, et on reçoit à chaque semaine là, une liste de mots. Une liste de mots qu'il faut qu'elle pratique sa calligraphie. Mais eux autres, Allo Prof, ils ont aussi fait exactement ce même principe-là avec une application où l'enfant se fait dire le mot, il doit le réécrire. Bon, vous allez me dire sur un clavier, là. Oui, on peut aussi pratiquer l'écriture clavier. Puis dire, bon, ben, comment ça s'écrit tante? Ben là, tu écris tes mots et il valide. Et l'enseignante peut directement elle-même envoyer ses mots à l'élève. Donc, comme l'enseignante de mon enfant m'envoie une liste à chaque semaine papier, ben, elle pourrait aussi envoyer le code de la semaine puis dire, ben, si vous allez dans l'application, vous tapez le code de la semaine, et c'est les mêmes mots qui sont déjà là, fait qu'elle les a déjà prédéterminés, elle a fait un beau copier-coller de son document Word parce que ils sont déjà écrits. Donc, on peut pousser plus loin, on peut aller plus puis pratiquer autrement. Fait que c'est le iPad qui fait la lecture. Je comprends que ça prend un iPad à la maison. Mais c'est pour ceux qui en ont, c'est une option de plus qui peut être très génial. Mais c'est vraiment pratique parce que l'enfant, il n'a pas besoin de toi. Là. Lui, il a l'iPad, il entend le mot, le nombre de fois qu'il veut, puis ensuite, il l'écrit. Tu n'es pas obligé de rester assis à côté puis de lui répéter toi-même. Là. C'est vraiment pratique, je trouve. Il revient sur les mots que tu n'as pas eus. Oui, c'est vrai. Si tu as une liste de 25, puis tu dis, OK, je sais pas, moi, un bicycle, tu l'as pas eu, ben, il va le reposer à la fin. Tu sais, il va revenir, puis il va te le faire pratiquer jusqu'à temps que tu l'aies. Tu sais, un moment donné, je sais qu'ils ont d'autres applications. Moi, c'est celle-là qui m'a allumé le plus. Là. Allo Prof a moins de matière. Je ne veux pas dire en quantité, là, mais quand on fait un filtre pour rechercher les vidéos, sont classées par matière scolaire, il y en a un peu moins. Là. Il y en a une dizaine du côté d'Allo Prof, alors que du côté de Télé-Québec, on a 26 matières /sujets. Là. Fait qu'on, c'est un peu mieux filtré du côté de Télé-Québec. Et Télé-Québec, ils ont commencé à répertorier, je ne sais pas combien d'années, ils ont réussi à reculer parce que, histoire courte, là, j'avais été approché justement pour en faire du classement pour eux, parce que c'est des enseignants qui font du classement ou des conseillers pédagogiques d'une matière spécifique. Donc, qui écoutent les bandes et qui disent, ah oui, ça peut aller, par exemple, dans mon cas, en éducation physique à la santé, ou non, ça, c'est de l'activité, ou ça, c'est une pause active, ou fait que d'être capable de classer un peu plus les choses. Fait que Télé-Québec est un peu mieux classé, bien que la plateforme est quand même récente. Là, on a vu apparaître un peu avec la pandémie, puis les dictées qu'on voyait à la télé, là, qui sont toutes dessus, mais ils ont reculé dans le temps, là, puis ils sont allés chercher, là, par exemple, je vous donne un exemple, là, les épisodes de Génial, ils sont tous dessus. Il faut être connecté comme prof pour y avoir accès parce qu'ils les ont retirés, là, parce que c'est une émission pour eux qui est lucratif puis qui ils veulent aller chercher des sous, là, mais ils les rendent disponibles aux profs. Donc, en étant connecté, on y a accès. Puis là, ils sont classés par sujet. Fait que si vous voulez voir, je ne sais pas, moi, le volcan là, avec la fameuse explosion là, de liquide orange qui revole partout. Donc, on peut aller les chercher. Fait que les 2 plateformes nous aident surtout dans l'amorce, faire des démonstrations en enseignement à distance. Ça peut devenir un outil
vraiment incroyable. J'ai plus besoin de la faire, la démonstration chez nous, puis d'avoir à nettoyer mon salon du volcan. Là. Elle est déjà faite. Regardez cette vidéo, les amis. Voilà. Surtout quand on est notre propre femme de ménage. Ouais. Elle est décollée à spatule, c'est murs. C'est ça. Et puis, il y a des choses aussi qu'on n'a juste pas accès. Là. Donc, eux, ils peuvent se le permettre, ou parce que ça coûte cher, ou parce que ça prend un plus gros lab. Puis des fois, on n'a pas le temps de monter tout ça avec nos élèves, parce que la préparation de la démonstration, par exemple, prend 2 heures pour une affaire qui fait pause pendant 15 minutes. Ben, des fois, d'avoir la vidéo, puis on fait juste l'écouter, ça vaut la peine. Fait que 2 belles plateformes qui se sont revampées. Télé-Québec en classe, comme je vous disais, ils ont reculé dans le temps. Puis comme je vous disais, il y a énormément de matière, donc on peut vraiment chercher puis aller chercher filtrer. Et les 2 offrent par niveau. Petite dernière chose sur Allo Québec. Encore. Moi, je pense que je vais lui proposer de fusionner. Ouais, je pense que oui. Sur Allo Prof, ils ont, et puis je vous l'ai mis en lien sur notre site web, là, des outils classés par niveau. Fait que outils intéressants classés par niveau. Fait que c'est pour l'enseignant qui veut se planifier un peu puis dire OK, je vais aller sur Télé-Québec, sur Allo Prof, et je sais pas où je vais aller. Ben, je clique sur première année. Là, il va me sortir les matières que je peux avoir. Donc, par exemple, français. Fait que là, je clique sur français. Puis là, voici ce qui est disponible. Fait qu'au lieu d'avoir à chercher dans la banque complète, je peux vraiment aller chercher. Là. Puis les autres, ils ont classé par clic. Carrément, ils sont classés par clic. Fait que qu'est-ce qui sert dans la vraie vie? Celui-là. OK. Donc, qu'est-ce qui est le plus populaire? Qu'est-ce qui est le plus populaire pour l'instant? Fait que vraiment, ces 2 sites-là valent la peine d'être visités. Les 2. Cool. Numéro 3. Oui, numéro 3. Moi, c'était un atelier qui était donné le soir. On avait cette formule-là également à la COP, ce que je trouvais intéressante. Certains ateliers pouvaient être donnés aux alentours de 7 heures le soir. Donc, un prof qui donne des cours toute la journée, qui voulait assister à certains ateliers, pouvait aller les sélectionner. Donc, c'était, dans le fond, une formation de Minitech à l'école. Alors, c'était de former des élèves, là, on parle du primaire, là, de se faire une espèce d'escouade par école de mini-techniciens pour aider les profs avec les technologies. Donc, il présentait 2 affaires dans cet atelier-là. La formation pour les Minitech et également le principe de carrefour d'apprentissage dans les écoles. Donc, c'est quoi un carrefour d'apprentissage? C'est un peu le futur des bibliothèques dans les écoles, donc de convertir tranquillement, pas vite, une bibliothèque où est-ce qu'on voit que des livres empruntés, que maintenant un local qui sert oui, à emprunter des livres, mais également à la technologie. Donc, ce serait là qu'on pourrait ranger les robots, faire des projets écran vert, ceux qui veulent aller chercher du matériel pour faire des labs créatifs là-dessus. Alors, et justement. Un peu ce que Jérémy nous parlait au dernier épisode, finalement. Là. Oui, c'est en plein ça. Et donc, de convertir ces bibliothèques-là. Et s'il y en a là, que ça vous allume là, et ça vous dit ah, j'aimerais ça avoir ça dans mon école, vous devez savoir qu'il y a des formations que vous pouvez réserver avec ça. Donc, c'est vraiment, je vais aller chercher ça, c'est en fait le regroupement là, des bibliothèques scolaires du Québec là, qui donne ça. Avec, tu sais, ça a été parti avec le Centre de services scolaires aussi de Montréal là, qui ont fait un projet par rapport à ça. Et en tout cas, s'il y en a que ça les intéresse, vous n'aurez qu'à prendre contact avec moi, puis je vous référerai aux personnes contact là-dessus, donc comment transformer la bibliothèque tranquillement, pas vite, parce qu'eux, ils peuvent aussi vous offrir des espèces de kits. Exemple, vous pouvez soit acheter le kit multimédia, c'est des kits je vais aller chercher, je pense que c'est 5 000 $ que ça coûte, et c'est différents kits pour, ça ne sera pas long, je vais juste aller chercher ça. Justement, tu peux aller chercher, exemple, un kit multimédia. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu as un écran vert, tu as une perche pour ton micro, tu as un kit de lumière avec le parapluie. Tu sais, tu as vraiment ça. Tu as aussi un kit robotique. Et tu as un kit aussi lab créatif avec une imprimante 3D, des choses comme ça. Alors, qui dit matériel technologique dit formation également. Et pour pas
que ce soit un enseignant ou une seule personne dans une école, ben pourquoi pas s'entraider et impliquer les élèves là-dedans? Donc, parce qu'il y en a là-dedans des élèves qui tripent vraiment sur la technologie et donc, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est vraiment de former les élèves, puis pas juste les sixième années, là. Eux, ce qu'ils parlent, c'est vraiment de pourquoi pas former des élèves de quatrième année. Pourquoi? C'est parce qu'après ça, tu peux les avoir en cinquième et en sixième année. Alors, un coup qui sont en sixième année, ben là, après, eux peuvent former des plus jeunes et tu as une espèce de roulement de cette façon-là. Donc, les élèves peuvent t'aider dans la mise à jour de tes flottes, donner un coup de main en classe à certains profs qui veulent faire des projets, le montrer à d'autres élèves, s'occuper des branchements, parce que tu sais, il y a aussi le petit côté un petit peu plus technique. Donc, je trouvais l'idée vraiment formidable. Donc, moi, j'espère que c'est vraiment le genre de projet qu'on va voir arriver tranquillement, pas vite, dans nos écoles. Je trouve vraiment l'idée super intéressante. Alors, voici ce qui était pour mon top 3. Puis, on a des écoles qui ne sont pas très loin là, dans notre cas. Là. Tu sais, on a déjà des responsables qui doivent aller, par exemple, là, je vais donner l'exemple d'aller ouvrir et fermer les ordinateurs, là, mais ils ont déjà en place l'équipe, ils ont déjà ciblé des gens, ils ont des, tu sais, fait que de juste d'ajouter une tâche tranquillement, puis d'ajouter une tâche, tu sais, là, ça serait pas si compliqué Non, que ça, non, non. dans le fond. Il y en a qui s'en approchent beaucoup. Puis, juste vous dire, c'est qu'il y a des jeunes qui trippent vraiment là-dessus. Ça va être un gros wow pour eux de venir à l'école à tous les jours, sachant qu'ils ont cette tâche-là. Donc, à voir. Je vous amène de mon côté, de mon top 3, d'une école dans le coin de Montréal. Je pense que c'est à Saint-Bruno, là, mais j'ai comme un petit doute, là, c'est peut-être juste à côté. Là. Bref, je suis le bord de l'autoroute 20, l'autre bord du pont Louis-Hippolyte-Lafontaine. Cette école-là, qui s'appelle l'école de l'Arpège, a fait une planification complète du préscolaire en sixième année en programmation. Donc, ils se sont lancés dans un exercice pour éviter justement de se piler sur les pieds ou d'enseigner ce que l'autre enseigne, puis de dire, bon, mais nous, on s'assoit, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait au préscolaire? Qu'est-ce qu'on fait en première année? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, ils nous ont transmis plus que la programmation. Ils nous ont transmis, par exemple, des exercices, des tutoriels, des trucs d'apprentissage. Pour vrai, c'était une belle banque de savoir. Eux autres, ça fait déjà quelques années qu'ils voient le projet. Et l'enseignant de cinquième année, M. François Lake-Héon, fait beaucoup de programmation dans son cas. Il adore ça. Il l'intègre dans à peu près toutes ses matières. Et c'est ça, François est aussi formateur pour Apple. Donc, c'est lui qui donne des formations sur Swift. Et Swift, c'est une application qu'on peut faire de la programmation. C'est un jeu où on déplace notre personnage à l'intérieur à l'aide de lignes de commande. Donc, ça permet... C'est vraiment bien fait. Ah, c'est excellent pour vrai. Je suis rendu au 3e chapitre. Puis, j'adore ça parce que c'est concret. Je tape une ligne, mon personnage se déplace. Donc, et là, c'est trop difficile de faire avancer 8 carrés. Il existe le principe de la boucle que tu peux dire, fais comme en mathématiques, 8 fois la parenthèse, il va avancer de 8 espaces. Donc, on apporte les principes tranquillement. C'est des petits guides, ça se télécharge bien. Tout ça est gratuit et ça fonctionne super bien. Et ce qu'il nous expliquait pendant l'atelier, c'est qu'il s'est fait dépasser par son élève de 5e année. En fait, l'élève en tant que tel a fait tous les tutoriels Swift en 2 semaines. Wow. Il en a mangé chez eux, là, on s'entend. Mais ça reste qu'après 2 semaines, l'élève était déjà rendu à un niveau trop avancé pour ce qu'il y avait dans la programmation parce que des forts, on en a dans toutes les matières. Là. Lui, c'est probablement une exception. Là. Mais dire, OK, on l'a allumé, là, il est allumé. On va essayer de l'alimenter. Fait qu'ils ont été obligés de se tourner vers la plateforme professionnelle qui s'appelle Xcode. Et chez Apple, Swift n'est pas fait de manière naïve. C'est exactement les mêmes commandes que des vraies applications de tous les jours. Là. Par exemple, vous avez téléchargé Microsoft Teams sur votre iPad. Le langage de programmation de cette application-là, c'est Swift. Donc, c'est comme ça qu'ils bâtissent l'application. Tu fais, OK, là, quand tu as un téléphone, tu cliques sur le petit téléphone, puis là, ça répond, puis là, ça ouvre la caméra, puis là, tu t'ouvres aussi le micro parce que là, ils veulent se parler, mais s'ils cliquent sur le petit micro, ça se ferme. Fait que, toute cette programmation-là,
c'est du codage et le codage de Swift en fait partie intégrante. Donc, c'est le même langage. Fait que l'élève est rendu à faire du Xcode et ils sont obligés là, de s'échanger des fois des informations. Puis, ce qu'il nous expliquait, c'est que des fois, lui, il faut qu'il cherche un peu sur Internet parce que son élève est rendu plus loin que lui. Et l'élève est rendu très autonome là, avec Google Traduct. Des fois, c'est du langage spécifique. Fait que tu vas pas avoir un certain niveau d'anglais là, un moment donné. Ouais, ça, je suis pas sûr que je comprends. Fait qu'il se sert beaucoup de Google Traduct avec sa planification. Puis, ils sont en train de travailler sur une application, sa première application, pas dire professionnelle. Et ils nous ont montré aussi qu'à l'école, ils font pas juste de la programmation sur des tablettes et des ordinateurs. Là. Ils font des activités qu'on appelle débranchées, c'est-à-dire c'est des jeux, par exemple, où on met des pastilles au sol et je dois donner des consignes à mon partenaire. Donc, je suis placé 2 par 2. Puis là, je dis, avance de 1 carreau. Fait que là, l'élève doit avancer de 2 carreaux. Fait que c'est tout comment mettre en séquence, tout comment résoudre un problème. Ils nous ont même suggéré justement des jeux à acheter. C'est Let's Go Code avec un point d'exclamation. Donc, on peut aller chercher qui sert justement à jouer avec ça. Il y a des sites en ligne qui nous ont proposé. Eux autres, ils ont des robots. Et tu me disais, Maxime, justement, que nous, au CSS de Rouyn-Noranda, on a justement séparé certaines choses pour éviter justement qu'on enseigne la même chose. Oui, donc c'est sûr que les 2 dernières années, là, on est allé donner des formations dans les écoles pour justement dire, Presco, premier cycle, c'est le modèle, la souris là, de Code & Go, l'équivalent du Bluebot ou du Bebot, que 3e, 4e année, c'était avec le robot Dash, et 5e, 6e, c'était à EV3. Et pour les écoles qui avaient du WeDo, ça, c'est le modèle que tu peux te promener. Tu peux faire de la première année jusqu'à la 4e année, parce que c'est rendu en 5e année, on est mieux de transférer avec le EV3. Mais oui, on avait fait cette distinction-là pour aider les écoles dans leur achat avec le plan numérique. On avait fait ça. Hey, on arrive déjà au numéro 2. Oh, ça veut dire que si vous nous trouvez déjà intéressant, imaginez la suite. C'est encore mieux. D'ailleurs. Donc, pour mon numéro 2, encore en robotique, donc j'ai assisté à l'atelier du nouveau robot de Lego qui s'appelle Spike. Donc, celui-là, un beau petit modèle de robot, vraiment super intéressant. J'ai un message très important pour tous les enseignants de 5e, 6e année. Vous devez savoir qu'avec l'arrivée de ce nouveau robot, vous ne pourrez plus vous commander l'ancien modèle qui est le EV3. Là, je ne suis pas en train de vous dire que EV3 ne fonctionnera plus. Inquiétez-vous pas, il va continuer à fonctionner. Par contre, l'application va changer. Maintenant, l'application s'appelle, je l'ai ici, c'est EV3 Classroom. Donc, elle va changer. Avant, c'était ça s'appelait programmation. La programmation, les blocs de programmation étaient à l'horizontale. Maintenant, même pour le modèle EV3, là, la programmation va être à la verticale. La raison est bien simple, c'est qu'on se rapproche le site de programmation qui est Scratch, justement pour qu'on puisse faire que tout soit en lien, en fait. Là. Alors, et le nouveau modèle qui est Spike fonctionne aussi de cette façon-là, qui ressemble vraiment beaucoup, là, pour ceux qui ont déjà touché un petit peu à du Scratch. C'est vraiment le même genre de bloc. Donc, on a un modèle qui est, je dirais, un petit peu plus, tu peux faire plus de choses avec celui-là, vraiment toutes sortes de modèles, et en plus qui s'adresse à une clientèle de tout âge. Donc, tu peux faire des petits modèles très, très simples à beaucoup plus compliqués. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ça ressemble à WeDo. Donc, oui, ça ressemble à WeDo, mais tu peux aller avec du plus vieux. Là. On pourrait même aller au secondaire avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les capteurs. Donc, il y a quelques améliorations qui sont super intéressantes, notamment juste à l'ergonomie des fils. Maintenant, les moteurs sont déjà branchés avec un fil. Le capteur gyroscopique est déjà intégré. Le prix est pas mal le même. Les couleurs ont changé.
On a maintenant toutes sortes de couleurs pour eux, la raison qu'ils nous ont donnée, c'est pour, dans le fond, une construction non genrée. Donc, on met toutes sortes de couleurs, du rose, du bleu, du jaune, pour justement, pour dire que ça s'adresse pas. On avait peur au début avec l'ancien modèle, dire est-ce que ça s'adresse juste aux gars? Donc maintenant, là, mettre toutes sortes de couleurs pour dire que peu importe, ça peut intéresser tout le monde. Donc, il y a plusieurs améliorations par rapport à la boîte aussi. Je trouve que le rangement, c'était déjà un gros plus avec EV3, là, on pouvait très bien ranger, mais maintenant, ça devient encore plus facile. Il y a aussi une plaquette avec le modèle qui vient, que ça permet de mettre des engrenages. Donc, il y a vraiment là, un paquet de possibilités. C'est vraiment un beau robot à découvrir. Moi, je m'en suis commandé un pour pouvoir le tester justement. Donc, s'il y a des écoles éventuellement qui vont vouloir s'en commander, je sais que probablement l'an prochain, ça peut-être que la robotique va être, les commandes en robotique vont peut-être être mises un petit peu plus sur la glace, là, parce que dans le fond, on est en train de davantage acheter des iPads, des ordinateurs pour justement, avec les fameux l'école à distance. Mais je sais qu'éventuellement, ça va revenir, là. Donc, moi, je prends un petit peu d'avance, mais j'ai vraiment hâte de le tester. Juste la présentation, c'était vraiment un gros wow. Donc, et toi, ton robot, il va en vacances chez moi pendant l'été, c'est ça? Oui, oui, pour pouvoir le tester avec les enfants, bien sûr. Ben, c'est pas parce qu'ils font la sieste que je suis obligé d'arrêter. Mais pour mon numéro 2, je vous amène du côté du balado. En fait, vous êtes dans notre balado, nous avons commencé à expérimenter ça. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ce qui se fait un peu ailleurs. J'ai assisté à un atelier d'un enseignant qui présentait comment faire des balados, mais ce qui m'a retenu le plus, c'est l'atelier de Alexandra Coutelet, qui est connue sous le nom de la Geek de Service, qui est sa page Facebook, qui publie beaucoup de choses. Elle nous a montré comment le balado était rentré dans sa vie. Elle a fait beaucoup de voitures. Moi, je me disais, hey, on a des enseignants qui n'enseignent pas à 1 minute de chez eux, là, donc qui font un peu de voiture eux autres aussi. Fait qu'elle écoute ses balados dans l'auto. Elle s'est même fait un système de classement. Là, ça, c'est les cours. Là, ça, ceux-là, je m'en sers quand je fais la vaisselle. Puis là, ça, c'est les longs. Là, ça, je m'en sers quand je vais faire. Donc, elle a un système de classement. Elle nous présente des balados. Puis elle nous explique que finalement, ça nous aide beaucoup dans notre développement professionnel parce que, tu sais, tant qu'à écouter Green Day quand tu fais ton jogging, ben d'avoir un petit peu d'informations. Bon, si vous faites un sprint, gardez Green Day. C'est de l'excellente musique. Mais si vous faites une longue balade, puis vous êtes lancé dans un style de vie où vous prenez des marches très longues, ben pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable et mettre des balados dans vos oreilles. Peut-être que c'est exactement ce que vous faites. Alors, on vous salue. Ce que j'ai adoré de son atelier, puis je me suis dit, je pense que c'est ça le meilleur outil que je vais avoir à présenter, c'est qu'Alexandra a fait 2 bases de données. Une première base de données qui est une base, puis je vais vous la montrer, vous allez voir, il y a de magnifiques trucs sur cette base de données. Elle a fait un système de classement pour chercher des balados en éducation pour le développement professionnel. Donc, on peut voir le titre de la balado, on peut voir l'image, on peut voir c'est dans quelle catégorie, puis avoir une brève description. Et on a des champs de recherche. Donc, si moi, je veux aller chercher, par exemple, dans les catégories, mais est-ce que je veux plus du numérique? Est-ce que je veux avoir du pédago numérique? Est-ce que je veux avoir des affaires sur la littérature? Elle nous présente des choses en anglais, en français, et on peut justement, elle nous a essayé de nous teinter justement avec ses durées. Donc, est-ce que c'est plus 30-60, moins de 30, ça peut varier, plus d'1 heure. Fait que comme ça nous permet justement de répondre à nos besoins. Très cool. Et elle est très gentille de nous avoir ajouté dans sa base de données. Elle en a fait une 2e base de données. Cette base de données-là, c'est pour écouter des balados avec vos élèves. Donc, dire, moi, je veux écouter des balados en classe parce que je suis tanné de la musique classique, puis je veux essayer d'autres choses ou je veux varier, mais je veux essayer de le faire apprécier un balado, puis je veux qu'on l'écoute ensemble, puis parce que dans mon objectif, par exemple, je sais pas, moi, de septembre à octobre, on écoute des balados, puis de octobre, on copie Marie-Pierre, puis on s'en fait un, nous autres aussi. Hein? Parce que c'est cool son projet. Ben oui. Que tu es capable de le faire chez les autres. Fait que donc, si on veut s'inspirer, puis je me souviens d'avoir soumis justement le balado de Marie-Pierre à mettre
dans les balados pour les élèves, mais la dernière fois que j'ai vérifié, il n'était pas encore ajouté, là. Mais je comprends que Alexandra doit avoir un agenda un peu comme le nôtre, puisqu'elle est exactement comme nous, elle est CP Récit dans une commission scolaire que je pense que c'est au Mille-Îles, mais j'ai un petit doute, là. OK. Donc, deux beaux outils, ça nous permet d'aller vraiment faire un tour rapide, puis c'est proposé par des enseignants. On lit, on aime et on écoute. Super. Numéro 1? Oh oui, numéro 1. Donc, mon top 1, ça a été en fait le premier atelier que j'ai assisté en plus. Ça commence bien un congrès. Alors, c'était la programmation en univers social. Donc, je suis retourné à mes anciennes amours, moi qui étais anciennement enseignant en histoire-géographie. Alors, c'était faire de la programmation dans un cours d'histoire. Alors, en fait, ce qu'on nous propose, c'est d'utiliser la plateforme Scratch pour faire de la programmation et faire animer 2 personnages historiques. Donc, c'est le fun parce que ce projet-là, on vous le propose au primaire, mais également au secondaire. Et donc, en fait, c'est ça, c'est faire de la programmation, faire animer les petits personnages. On peut même s'enregistrer, entendre notre voix. Et donc, il y a un petit peu des deux. Tu sais, on a une recherche en histoire à faire, donc le personnage qu'on va présenter. Tu sais, c'est pas juste de faire animer des personnages, il faut vraiment que ce soit en lien avec le programme. Et c'est là qu'il faut faire attention. Tu sais, il ne faut pas que ton cours d'histoire, tu prennes trop de temps pour faire de la programmation, parce que c'est pas un cours de programmation que tu donnes, c'est un cours d'histoire. Puis je le sais que le programme est déjà assez chargé, donc on n'a pas tant de temps que ça. Donc c'est sûr que c'est un beau défi de dire, essayer de montrer la plateforme aux élèves, de dire comment ça fonctionne, et ensuite, faire le projet. Non, mais ça se fait. Ça se fait et c'est le fun parce que ça fait 2 pierres d'un coup parce que dans le fond, l'élève apprend la programmation, mais il fait également de l'histoire et je peux vous assurer que les jeunes tripent beaucoup à faire ça. Vous irez voir sur les liens qu'on partage, il y a des exemples de projets d'élèves, des vidéos, des jeunes qui parlent de leur projet, un paquet de tutoriels de comment fonctionne la plateforme. Sur Campus Récit, il y a une auto-formation pour les profs. Comme on le répète souvent, les profs, vous n'êtes pas obligés d'être l'expert programmation de la classe. Hein. Vous pouvez juste avoir une certaine base. Puis inquiétez-vous pas, des experts en programmation, ils vont se développer bien assez vite dans votre classe. Puis ils vont venir vous aider là-dedans. Donc, un super beau projet. En plus, le récit en univers social vous fournissent déjà des personnages que vous pouvez aller sélectionner, les copier, les intégrer, des super arrière-plans également. Là, c'est vraiment de toute beauté. Je suis sûr que ça va faire triper vos élèves. Et l'atelier était donné en 2 parties. Le premier atelier, c'était comment faire de la programmation avec Scratch. Et le deuxième, un petit peu plus compliqué, avec les outils Makey. C'est quoi ces outils-là? C'est en fait, je vous parle du projet, là, les jeunes devaient faire une espèce de une maquette. Donc, ça peut être utilisé soit en géographie au secondaire ou en histoire, là, quand on voit le territoire là, dans les différentes réalités historiques. Donc, le jeune, il fait une maquette et tu peux brancher ta maquette avec des fils avec le système Makey et lui, il va parler à ton programme Scratch. Donc, ce que ça fait, c'est si tu touches à des endroits dans ta maquette, ça va faire bouger ton personnage à l'intérieur de ta plateforme Scratch. Alors, ça peut paraître complexe, là, mais c'est quand même assez simple au niveau là, des branchements. Et le son, on s'en va à un autre niveau, mais c'est vraiment, c'est wow parce que Makey, ça permet de te créer en fait une manette
mais avec n'importe quoi. Vous pourriez jouer, imaginez-vous, là, jouer à Mario Bros, mais avec une banane au lieu de jouer avec une maquette, parce que dans le fond, où est-ce que tu vas aller appuyer sur, ça peut être un crayon, ça peut être une banane, ça peut être une tasse, n'importe quoi, qui va être relié, qui va être branché à un fil et qui va faire bouger quelque chose à ton écran. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça a vraiment été, c'était un gros wow. Allez voir ça, c'est super intéressant. Donc, oui, on peut faire de la programmation dans un cours comme la géographie ou l'histoire. Donc, ça, c'était mon top 1. Dans les débuts de la Nintendo Wii, peut-être que ça aurait été pratique que les manettes auraient été remplacées par des bananes. Ça aurait fait beaucoup moins de dégâts à ceux qui lançaient les manettes. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça drôle quand tu as dit que l'atelier que tu as préféré, c'était ton premier parce qu'on ne s'était pas consulté. Et moi aussi, celui-là que j'ai aimé, il était au début. Je ne sais pas si parce que tous les ateliers qui étaient cool étaient au début. Pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, moi, j'aime beaucoup les jeux d'évasion. J'aime beaucoup les deux compagnies qu'on a ici, mais j'en ai fait un peu partout en province, puis j'en ai fait aussi à l'extérieur du pays. Je trouve que c'est une belle manière de se vider la tête et de penser juste à rien d'autre que comment je vais m'évader de ce jeu ou comment je vais résoudre le problème. Ou je trouve ça relaxant. Bon, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça stressant. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que d'être enchaîné à quelqu'un, des fois, c'est pas toujours une belle option, mais c'est pas dans tous les jeux d'évasion qu'on est enchaîné. Et quand j'ai vu les deux ateliers, en fait, on a M. Christian Lahaye qui nous présentait un atelier sur les jeux d'évasion sur PowerPoint et on a M. Sylvain Duclos qui nous présentait les jeux d'évasion sur Geniali. Je me suis dit, je vais m'inscrire aux deux, puis je vais aller voir un peu. Moi, j'en ai jamais fait. Fait que je vais aller voir ce que les autres font, puis pour me rendre compte que finalement, ils travaillent ensemble. C'est pas étroitement relié, mais ils se parlent une fois de temps en temps, là. Même dans la présentation de M. Duclos, il y avait un acétate, hein, on revient dans les premières éditions de la COP. Il y avait une diapositive de M. Lahaye, justement, où ils présentent exactement leur même manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, eux autres, en 3 couches. Il y a une première couche qu'on met dans notre fond de PowerPoint qui est une image. Donc, imaginez la pièce de votre choix, là. Par exemple, ça pourrait être votre bureau ou avec un fond d'écran. Fait qu'on a un bureau, une tasse à café, on a une table, on a, je sais pas, une imprimante, un classeur. Donc, on a un environnement. Dans l'environnement, il ajoute par-dessus des rectangles invisibles. Donc, pour qu'on puisse cliquer. Par exemple, autant dans Geniali que dans PowerPoint, on peut dire si je clique sur ce rectangle, apporte-moi à la diapositive 69. Attends. Donc, je la mets sur l'endroit et là, à la diapositive 69, je peux marquer, cet objet est complètement inutile, veuillez revenir au départ. Fait que, on peut faire voyager nos élèves de cette manière-là. Ils mettent par-dessus une troisième couche qui est un autre rectangle invisible qui prend toute la page pour éviter que l'élève puisse, juste en se déplaçant, puis que le curseur change quand on arrive sur le... Là, maintenant, le curseur, il est toujours activé, il ne change pas. Fait que tu ne peux pas juste deviner en cliquant partout, là. De son côté, M. Lahaye nous a, puis je vais vous montrer un petit peu son dossier, là, il nous a partagé 7 jeux d'évasion que lui a monté, qu'on peut télécharger et il a été assez gentil pour nous donner le solutionnaire, donc qu'on peut mettre à côté puis essayer de suivre, voir un peu comment ça fonctionne. M. Lahaye est un passionné qui passe des heures, des mois sur chaque petit truc parce qu'il va faire des combinaisons complexes. Tu sais, je pense que c'est la prison algébrique qu'on a essayé, là. Et pour rentrer dans une pièce, il y a une combinaison à 9 caractères. Là, ce qu'il faut comprendre, puis je vais vous l'expliquer du mieux que je peux, là, c'est que lui, dans son interface, il a fait un clavier. Donc, il a dessiné le clavier, fait qu'avec la souris, je dois cliquer sur les pièces et à chaque fois que je clique sur une pièce, il apparaît une petite étoile. Un peu comme quand vous tapez votre NIP là, au guichet automatique. Donc, pour chaque pièce du clavier, il a dû faire des reproductions, puis dire, OK, la première pièce, par exemple, je ne sais pas, moi, mon mot, c'est algèbre. Si tu cliques sur le A, ça m'amène à la diapositive où je peux continuer à taper
Mais si je tape sur n'importe quelle autre pièce, il y a un plus gros rectangle, on s'entend qu'il n'y a pas fait une pièce pour chaque touche, là, mais ça m'amène à une autre page qui, éventuellement, va me dire que je n'ai pas le bon code. Fait que là, si vous multipliez à chaque fois que vous ajoutez un caractère, déjà 2, c'est complexe. Fait que 9, ça fait énormément de diapositives, puis c'est vraiment plus complexe, mais tu sais, il nous le montre, puis lui, il est rendu là. Et ce qui donnait comme avantage pour prendre, puis pourquoi lui, il prend PowerPoint, c'est que PowerPoint, il y a une licence qui est associée à son compte CSS. Comme nous, on travaille avec Teams, mais PowerPoint, on a aussi la licence. Fait que demain matin, j'ai encore la licence. Fait que lui, ce qu'il a peur, parce qu'il passe beaucoup de temps dans ses... je l'ai expliqué, là, s'il se rend en 9 caractères, c'est très long, là. Ouais. Il a peur que Genially décide demain matin que finalement, les jeux d'évasion, c'est payant. Parce que ce que je vous présente tout après, c'est Genially en version gratuite. Il disait là, j'ai pas envie de perdre toutes mes heures de travail ou c'est jamais arrivé à personne qu'Internet plante pendant ton cours. Ben non, voyons donc. Donc, d'avoir une solution backup sans fil, lui, ce qu'il disait, c'est que oui, il transmet là, ses jeux d'évasion par Teams dans Devoir à ses élèves, mais il y a toujours une clé USB dans son sac. OK. Fait que la journée que ça plante, il peut au moins dire, ben regarde, on va partir là, on copie, puis on l'emmène là, puis en PowerPoint, ben ça fonctionne sans Internet. Fait que ça fonctionne super bien. Fait qu'il doit avoir travaillé dans les mêmes écoles que moi, ou il a la même paranoïa que moi, parce que moi aussi, c'est souvent mon plan C. Là. Regarde, si jamais le Wi-Fi ne fonctionne pas, moi, souvent, j'amène mon propre ordinateur en backup, j'amène souvent une clé USB en plus d'avoir une copie physique sur l'ordinateur que j'amène. Ouais, on se comprend bien, monsieur et moi. Moi, je me traîne des acétates avec un rétroprojecteur. Oui, ben, j'ai essayé, mais souvent, on n'est pas toujours au rez-de-chaussée. Puis mon épaule a vu. Je vous amène, M. Duclos nous présente même un site où c'est des escape rooms faits par des élèves. Donc, puis il y en a une banque, puis il y en a plusieurs. Il y a des choix, on peut choisir, on peut aller en essayer, on peut s'inspirer. Le côté de Genially, c'est tout le codage iframe. En fait, là, je vous amène en termes un peu moins techniques, là. C'est qu'on peut aller prendre des choses qui sont déjà faites ailleurs et les mettre dans notre escape room ou notre jeu d'évasion sans avoir à les programmer. OK. Tu sais, je vous parlais du mot algèbre à taper tantôt. Il existe un site qui s'appelle Lottie, qui est justement des cadenas. Donc, ça pourrait être une combinaison, le genre haut, bas, gauche, droite, A, B, select start, pour avoir 30 vies. Mais donc, quand je le tape dans le truc, j'ai juste besoin de dire ma solution est. Fait que j'ai pas besoin de rentrer de diapositives pour tous les mauvais codes. Et là, une fois que j'ai fait mon cadenas, il dit, ben voici le code iframe, on le copie, on l'intègre dans Genially, qu'on met par exemple sur notre banane qui était sur notre bureau, et voilà, c'est intégré, c'est fait, j'ai pas besoin de me casser. Le problème qui vient avec ça, puis M. Duclos en a parlé, c'est qu'ils ne se parlent pas, ces compagnies-là. Là. Lucky n'appelle pas Genially pour dire « Ouais, ben c'est ça, nous, ce matin, on ferait une petite mise à jour. » Fait que des fois, il s'est buté à des escape rooms ou des jeux d'évasion qui ne fonctionnaient pas quand il est arrivé, parce qu'il y en a un qui était à jour puis pas l'autre. Fait que ça, c'est un des désavantages. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que Genially, c'est facile, c'est rapide. Pour vrai, là, quelqu'un qui veut en faire un de base, qui veut pas se donner d'efforts sur l'esthétique, qui veut pas pousser trop loin, là, en un après-midi, ça peut être ça. Lui, il nous montrait aussi, dans un autre outil iframe, c'est des casse-têtes. Mais j'en ai essayé un hier parce que, tu sais, moi, j'aime ça m'amuser un peu, là. Puis, on trouve dans une boîte numérotée avec un cadenas qu'on ouvre à l'intérieur, c'est un casse-tête de papier et c'est des problèmes mathématiques. OK. Fait que c'était, là, je me souviens pas, là, je vais dire n'importe quoi, là. X est égal à, ben là, c'est 8 divisé par. Fait que, tu sais, ça nous permet de faire travailler nos mathématiques sans que les élèves s'en rendent compte. Et je trouvais que ça permettait, puis tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi, là. Je peux faire travailler les langues, puis dire, par exemple, je sais pas, là, parce que je le vois dans l'écran en ce moment, là, je suis professeur d'allemand, je veux lui faire travailler certains mots, mais ça peut être ça que les élèves trouvent. Fait qu'eux autres, c'était
de cacher de l'apprentissage dans des jeux. Là. C'est carrément ça. Et je termine mon top 1 en vous présentant juste vite fait Monsieur Sylvain Duclos, qui a la page Une app par jour, a fait 7 tutoriels de à peu près 10 à 15 minutes. Là. Donc, ça s'écoute bien, tu sais, 10, c'est pas trop long, ça se fait bien, puis c'est pas obligé d'être écouté là, un après l'autre, sur comment en faire des jeux d'évasion sur Geniali. Fait que juste en écoutant ces 7 tutoriels-là, vous êtes capable de partir et sont magnifiques, sont super bien faits, c'est bien présenté, le visuel est impeccable. Donc, je vous les mets aussi dans la diapo, mais c'est un beau cadeau qu'il nous a fait, pour vrai, là, à écouter. Et moi, je vais me risquer, je vais sûrement en faire un bientôt, là, juste pour mon plaisir, pour essayer, parce que je veux voir un peu comment on peut pousser ça. Puis, on peut tellement le pousser dans plein de matières, là, ça peut être vraiment intéressant. Tu vas me le faire tester? Oui, je sais d'ailleurs qu'on a des collègues CP qui se sont essayés à faire des jeux d'évasion, mais je ne sais pas sur quelle plateforme encore, là. OK. Ils n'ont pas voulu me le faire tester encore. OK. Bon. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour. Effectivement, notre l'émission top spéciale 10. tire la fin. Ouais. Cool. Donc, Je vous j'espère. rappelle que dans le descriptif de l'émission, là, j'ajoute toujours le lien vers le site. Fait que si vous cherchez, là, ils ont parlé du site toute la journée. Là. Il est toujours dans les descriptions de toutes les émissions. Vous pouvez aller donc cliquer dessus, nous trouver sur notre site sans problème. Et tout ce qu'on a mentionné est dans l'onglet Congrès aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que certains ateliers ont allumé en vous certaines idées à faire dans vos classes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'un coup de main pour l'élaboration de votre projet. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans tout ça. C'est sûr qu'on ne fera pas les autres sections de notre émission. C'était vraiment une émission spéciale congrès de la COPS. On va être de retour dans un format un petit peu plus conventionnel au prochain. On va parler de quoi à la prochaine émission, Kevin? En fait, on reçoit Mme Carole Lessard, qui est conseillère pédagogique au Centre de services scolaires. En fait, on va parler d'aide technologique. OK, cool. Super. Quand tu as parlé de Biblius tantôt, j'étais comme, oh, déjà, on fait des petits liens avec la prochaine émission. Toujours. Bon, parfait. Donc, soyez des nôtres pour la prochaine émission. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, mon Kevin. Merci et à vous aussi. Au revoir. Bye. Bye.